Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je me lève aujourd'hui parmi vous pour un premier discours à la Chambre haute. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de votre premier discours. C'est un moment solennel qui s'accompagne de ses propres inquiétudes. Lorsque vous vous êtes levé pour la première fois, vous avez probablement senti que la salle devenait plus large et plus chaleureuse. Et c'est exactement ainsi que je me sens aujourd'hui. Que nous sommes réunis au bord de la rivière des Outaouais, sur le territoire traditionnel et ancestral non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je souhaite honorer leur histoire, leur culture et leurs contributions essentielles comme gardien de ces terres, tout en réaffirmant mon engagement envers la réconciliation et un avenir où les droits des peuples autochtones seront enfin pleinement reconnus. My friend and honorable colleague, mon ami et l'honorable collègue, la sénatrice White, a déclaré avec justesse dans son discours poignant la semaine dernière que les peuples autochtones du Canada ont une place légitime dans le tissu de cette nation. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Le territoire Anishinaabe s'étend de part et d'autre de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent au bord duquel je suis né dans une fratrie de 4 garçons à Verchères, au Québec. C'est un milieu rural où l'on exploite encore à ce jour de grandes terres agricoles et sur lesquelles, à l'époque, mon père, Jean-Marie, son père et ses frères exploitaient une ferme laitière. Senator Platt and his wife. Le sénateur Platt, dans son allocution de bienvenue, avait raison. C'est ainsi que j'ai appris ce que signifie la résilience et le travail acharné, des qualités partagées par ceux qui travaillent la terre. Mon père Jean-Marie et son frère Laurent se sont portés volontaires pour rejoindre le front européen lors de la Seconde Guerre mondiale comme membre de l'aviation royale canadienne. Laurent était bombardier et à 26 ans seulement, le plus vieux membre de l'équipage à bord de l'appareil. Mon père, de 2 ans son cadet, était tail gunner à bord d'un autre bombardier Lancaster. Il fut démobilisé en 1944 après que son frère eut fait le sacrifice ultime de sa vie. Ils font partie de ces héros canadiens qui ont contribué à la capitulation de l'Allemagne nazie, à la libération de la France et au retour de la paix en Europe. Mon oncle Laurent fait partie de ces 42 000 Canadiens qui, entre 1939 et 1945, sont morts au combat. Aujourd'hui, nous avons envers eux un devoir de mémoire et de commémoration à l'égard de leur sacrifice pour la paix et la liberté. Bien sûr, mon père est un héros de guerre, mais pour moi, il aurait été mon héros toute sa vie. Très jeune, suite au décès de son père, il assurera la pérennité de l'exploitation agricole familiale et s'engagera auprès de sa communauté d'abord comme maire, puis comme préfet et enfin comme président des maires des municipalités rurales du Québec. C'est ainsi qu'à ses côtés, mes 3 frères et moi avons appris l'importance du service public, de la démocratie, de la valeur du travail et de la droiture. Aujourd'hui, comme sénateur au cœur de cette institution qui est partie intégrante de la démocratie canadienne, je me ferai un devoir de porter très haut ces valeurs qui m'ont été inculquées dès l'enfance. En septembre dernier, le jour de ma prestation de serment, vous m'avez tous fait l'honneur de m'accueillir très chaleureusement. Le sénateur Tanas a eu l'amabilité de faire une recherche dans les archives de la circonscription sénatoriale des Laurentides que j'ai l'honneur de représenter. Il a évoqué avec acuité le caractère remarquable de ceux qui m'ont précédé dans cette fonction. Pour saluer ma prédécesseur, la sénatrice Renée Dupuis, pour sa contribution exceptionnelle aux travaux de cette Chambre et dont l'œuvre considérable porte notamment sur l'importance de reconnaître pleinement les droits des peuples autochtones. Je remercie la sénatrice Saint-Germain, qui a eu la délicatesse et la générosité de rappeler mes accomplissements passés à l'Assemblée nationale du Québec.
Chers collègues, je dois cependant vous dire que l'expérience politique m'a depuis longtemps enseigné que les gens qui nous entourent contribuent encore plus que nous-mêmes à notre succès. Aussi, c'est vers eux que je veux diriger les compliments que m'adressait si gentiment la sénatrice Saint-Germain. Sénateur Gould, je vous remercie pour les bons mots que vous avez prononcés à mon endroit, mais surtout pour la main que vous m'avez si généreusement tendue au cours de mes premiers jours à Ottawa. Vous m'avez partagé de judicieux conseils sur le rôle des sénateurs et l'importance de travailler en collégialité. La sénatrice Laboucan-Benson vous rapportera sans doute avec acuité les propos que je tiens présentement. Le parlementarisme implique en effet que l'on puisse parfois s'opposer aux idées des autres, et ce, de manière même véhémente. Cependant, cette opposition ne doit jamais être faite au détriment du respect des individus qui les expriment. Je m'inspirerai donc de vos enseignements et comme vous, je garderai toujours ma porte ouverte pour discuter et échanger avec mes collègues. La qualité et la sincérité de nos relations ne s'en trouveront qu'améliorées. J'en profite pour joindre ma voix, ou ce qui en reste, à celle de mes collègues sénateurs qui ont souligné votre importante contribution à cette institution et je vous souhaite une excellente retraite, sachant par ailleurs que vous la souhaitez très active. Le 21 novembre dernier, je me suis joint au groupe progressiste du Sénat. Le sénateur Dalphon m'y a accueilli à bras ouverts. Il a à juste titre souligné mon engouement pour le service public et m'a fait l'honneur de me désigner pour lui succéder au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles et de le rejoindre au Comité des finances nationales. Je crois d'ailleurs, sénateur, que nous allons travailler très fort prochainement. Je tiens à vous remercier sincèrement pour cette marque de confiance. Allow me also to express my gratefulness. Permettez-moi également d'exprimer ma gratitude à chacun des membres de mon groupe, nos vétérans, tout comme nos nouvelles recrues. Je compterai sur votre immense talent et votre expertise pour guider mes pas en cette chambre alors que nous poursuivons notre important travail sous la direction du sénateur Francis. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes un groupe extraordinaire. Sénateur Gignac, avec qui j'ai eu l'honneur de siéger au gouvernement du Québec, je tiens à lui redire mon estime et mon amitié. Tous reconnaissent sa compétence et son expertise en matière économique et je me sens privilégié d'avoir pu bénéficier de ses conseils à de nombreuses reprises, autant dans mes fonctions ministérielles que plus tard comme analyste politique à Radio-Canada. Mon entrée en cette chambre coïncidait également avec le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, que soulignait avec beaucoup d'éloquence la sénatrice Moncion. Je partage avec elle l'amour de cette langue qui, pour reprendre ses mots, se distingue par la richesse de ses couleurs, la diversité de ses accents et la beauté de ses expressions. Je souhaite lui donner l'importance qu'elle mérite dans chacune de mes interventions. D'ailleurs, le très honorable Stephen Harper, dans ses discours qu'il commençait systématiquement en français, rappelait avec justesse que les francophones font inéluctablement partie de la fondation et de la perpétuation du Canada. J'ajouterais que cette langue aux accents d'Amérique doit en conséquence résonner partout dans l'ensemble de notre pays. In my maiden speech at the Quebec Lors de mon premier discours à l'Assemblée nationale du Québec en 2003, j'ai soulevé la question de l'indépendance judiciaire en ce qui concerne les juges administratifs. J'entendais rendre la justice administrative plus équitable, plus accessible et faire en sorte que dans leur domaine, les juges administratifs soient indépendants, comme le sont les juges des cours supérieures à travers le Canada. Que depuis 2003, le monde a bien changé. De nos jours, même l'indépendance des juges des tribunaux supérieurs est mise à mal dans des sociétés où l'ingérence politique cherche à compromettre la primauté du droit et la nécessaire indépendance de la magistrature. Comme Sa Majesté le Roi le rappelait dans le discours du trône, la démocratie, le pluralisme, la primauté du droit, l'autodétermination et la liberté sont des valeurs chères aux yeux des Canadiens et des Canadiennes, des valeurs que le gouvernement est déterminé à protéger. Fin de la citation. En effet, la primauté du droit est au fondement même de toute société démocratique et l'indépendance des magistrats en assure le respect.
Les juges doivent pouvoir émettre des décisions qui reposent uniquement sur la règle de droit. La séparation des pouvoirs est le principe fondateur de cette indépendance en ce qu'elle garantit le traitement impartial des citoyennes et des citoyens devant les tribunaux et face à l'État. Comme la primauté du droit, l'indépendance judiciaire est garante de la dignité humaine et du respect des droits de la personne. Elle permet aux juges de résister à toute ingérence extérieure. Cependant, sous le coup de la peur, du populisme exacerbé, de la déshumanisation ou par des individus avides de pouvoir absolu, la démocratie recule. De nombreux régimes s'en sont pris à l'indépendance de leurs institutions judiciaires, tandis que d'autres ont entièrement renversé l'indépendance de leur magistrature pour basculer vers des gouvernements oppressifs et arbitraires. Nous en avons, malheureusement, de nombreux exemples. Des juges indiens coulent sous la quantité de procès puisque le gouvernement Modi refuse d'adhérer à un processus de nomination impartial. Des juges salvadoriens sont démis de leurs fonctions et punis par le gouvernement de Bukele qui souhaite plutôt procéder à des nominations partisanes à sa solde. Des juges équatoriens doivent naviguer entre la recrudescence de la militarisation de leur gouvernement, des décisions entourant la corruption de certains de leurs collègues et la violence même des narcotrafiquants. Des juges aux Philippines qui, comme le rapportait Amnesty International, ont été tués sous le gouvernement Duterte pour avoir défendu l'indépendance du pouvoir judiciaire. La vie de femmes juges en Afghanistan est menacée parce qu'elles ont condamné des terroristes talibans et qu'elles sont maintenant pourchassées par eux. Des juges aux États-Unis d'Amérique, en France et en Israël sont visés par des campagnes de décrédibilisation et de diffamation pour avoir fait respecter des lois validement adoptées et dont l'effet est de contrer les décisions administratives de l'exécutif ou de sanctionner l'inconduite de l'un de ses membres. Au Canada, on peut facilement prendre pour acquis que ces règles cardinales font partie des principes fondateurs de toute société démocratique. Or, nous le savons, toutes les démocraties sont fragiles et le Canada n'y fait pas exception. Nous avons nous-mêmes eu des politiciens qui, soudainement et inexplicablement, ont cru judicieux de critiquer les tribunaux, les juges et de contester publiquement leurs décisions. La conséquence directe de ces critiques et de ces attaques est d'éroder la confiance du public dans l'administration de la justice et de porter atteinte à l'autorité des tribunaux. Par exemple, il y a quelques années, des membres de l'exécutif s'en étaient pris à l'intégrité de la très honorable Beverly McLachlin, alors juge en chef du Canada, lors du rejet par la Cour suprême d'une nomination proposée par l'exécutif et jugée inadéquate au sens de la loi. Plus récemment, certains premiers ministres de nos provinces ont aussi cru judicieux de déclarer que les juges faisaient de l'activisme juridique, que de politiser les processus de nomination augmenterait le taux d'incarcération ou que des juges nommés par le gouvernement fédéral sont incapables d'interpréter les lois des provinces. Honorables collègues, ici au Canada, nous devons nous rappeler l'importance de l'indépendance judiciaire et, à travers elle, notre attachement à l'État de droit qui garantit la permanence des institutions d'une société libre. C'est pour cette raison que j'ai choisi comme premier geste à titre de sénateur de déposer le projet de loi S-219 instituant la journée de l'indépendance de la magistrature au Canada. Ce projet de loi emboîte le pas à l'initiative prise par l'Association internationale des magistrats de demander à l'Organisation des Nations unies de décréter une journée internationale de l'indépendance judiciaire le 11 janvier, commémorant ainsi la marche des 1000 robes. Le 11 janvier 2020, en effet, des centaines de juges polonais ont défilé dans les rues de Varsovie aux côtés de nombreux collègues magistrats provenant d'autres démocraties européennes pour exprimer leur opposition aux atteintes à l'indépendance judiciaire, alors que le Parlement polonais tentait de révoquer le principe de l'inamovibilité des juges. Le projet de loi S-219 s'inscrit donc en second lieu comme un soutien à l'appel des autres,
un geste de mémoire pour cet événement et un geste de solidarité. Il souligne aussi l'attachement du Canada aux efforts de l'ONU et de l'Union internationale des magistrats pour la protection de l'indépendance judiciaire et la sauvegarde de l'État de droit. Cette indépendance passe notamment par des processus de nomination fondés sur le mérite des candidatures et des mécanismes disciplinaires impartiaux, transparents et justes. L'inamovibilité des juges doit être assurée au même titre que leur autonomie administrative et leur sécurité financière afin d'assurer le bon fonctionnement des tribunaux et la sérénité des magistrats. Par le biais d'attaques politiques partisanes, les juges sont entraînés malgré eux dans des débats politiques dans lesquels ils ne peuvent ni ne doivent s'impliquer. Le devoir de réserve et d'impartialité auquel les juges sont tenus les protège, mais il les rend également vulnérables puisqu'ils sont condamnés à subir les assauts politiques portés contre leur jugement et parfois même contre leur personne. Lorsque le pouvoir judiciaire est attaqué de front par le pouvoir exécutif, seul le peuple peut s'ériger en rempart pour sauvegarder l'indépendance de la justice et, partant, de l'État de droit. C'est ce qu'ont compris les juges polonais lorsqu'ils ont manifesté pacifiquement. Ils ont cherché le soutien de l'opinion publique en dénonçant les excès du pouvoir exécutif et les dangers qu'il faisait courir aux droits fondamentaux. Honorables collègues, en réaffirmant l'indépendance de la justice par le biais de ce projet de loi, le gouvernement du Canada, dans le prolongement de sa population, refusera de banaliser les attaques contre le pouvoir judiciaire et réaffirmera son engagement en faveur de l'État de droit. Le Parlement ne parle pas en vain. Est exprimé dans son préambule, lorsqu'il souligne notamment que la primauté du droit est fondamentale au maintien d'une société démocratique et au respect des droits de la personne, et que le maintien de la primauté du droit repose sur une magistrature composée de juges impartiaux et indépendants face aux pressions et aux tentatives d'ingérence politique. C'est pourquoi le troisième objectif de ce projet de loi est de proclamer que même dans les démocraties les plus enviées dans le monde, et je pense que le Canada en fait partie, il est nécessaire de souligner l'importance de la magistrature puisqu'elle est un des fondements de l'État de droit. Le devoir d'éduquer et d'informer incombe à toutes les branches du gouvernement. Les juges sont condamnés au silence en dehors de leur jugement. Mais la fonction même de rendre un jugement est d'être l'expression et l'application de nos valeurs publiques en réponse à des actes répréhensibles. La légitimité des tribunaux repose également sur la confiance du public dans le fait que la justice sera rendue de manière impartiale et publique. Elle suppose que nous nous entendons sur les lois qui nous gouvernent et que nous nous tenons tous responsables de leur application impartiale. Le projet de loi permettra donc aux institutions judiciaires de promouvoir leurs activités d'information et de sensibilisation du public, en particulier auprès des jeunes citoyens. Je souhaite de tout cœur que ce projet de loi soit l'expression tangible de ma volonté de m'inscrire dans le rôle actif que joue le Sénat dans la vie démocratique de notre pays. Si ce projet de loi est adopté par les deux chambres, le Canada sera le premier pays démocratique au monde à reconnaître par une loi le jour de l'indépendance judiciaire et, par cet acte, à exprimer formellement son engagement en faveur de l'État de droit. Je compte respectueusement sur votre soutien pour l'adoption de ce projet de loi. J'ai maintenant, comme tous mes honorables collègues, le devoir de faire connaître le rôle fondamental que joue le Sénat en tant que contrepoids démocratique, défenseur des régions et des minorités, porteur des voix parfois ignorées dans l'autre chambre et garant d'une réflexion approfondie du processus législatif. Même dans une démocratie comme la nôtre, les excès de pouvoir peuvent mettre en péril l'équilibre et la justice. Par exemple, lorsqu'un gouvernement jouit d'une majorité écrasante à la Chambre des communes, il est essentiel d'avoir une institution capable de scruter les décisions législatives avec soin et indépendance. C'est notamment là que le Sénat intervient dans un esprit libre de toute velléité politique. L'honorable sénateur Serge Royal aimait rappeler que le Sénat agit comme une conscience collective de notre pays.
Pour ma part, j'estime que notre institution doit transcender les enjeux partisans et se concentrer essentiellement sur le bien commun de tous les Canadiennes et Canadiens dans toutes les questions qui lui sont soumises. En cela, nous pouvons être guidés par nos valeurs communes, car rappelons-nous que notre appartenance à ce grand pays n'est pas basée sur la couleur de notre peau, sur la langue que nous parlons, sur les personnes que nous aimons, mais bien sur les valeurs que nous partageons. Heureusement, le Sénat n'est pas figé dans le temps. La réforme engagée, qui prévoit des nominations non partisanes fondées sur le mérite des candidats, vise à renforcer fondamentalement son indépendance. Je m'inscris pleinement dans cette démarche. Elle permettra au Sénat de s'adapter aux réalités politiques en constante évolution et d'assurer la pérennité de sa légitimité auprès de l'opinion publique et des générations futures. En conclusion, il faut convenir que faire partie des 105 Canadiens choisis pour siéger au Sénat est en soi un immense privilège. Cependant, nous savons tous qu'il ne serait pas possible de nous consacrer à cet engagement public sans l'amour et la générosité de nos proches. Je n'exprimerai jamais assez ma gratitude, ma reconnaissance et mon amour à ma femme Michelle, qui est à mes côtés depuis maintenant plus de 40 ans. Sa fonction de juge fédéral, dont elle s'acquitte avec brio depuis maintenant 25 ans à la Cour supérieure du Québec, ne s'est pas toujours facilement accommodée de ma vie politique active. Son obligation de réserve ne nous aura pas permis de vivre ensemble de grands pans de ma vie d'élu. Cependant, je la savais toujours là, près de moi, comme une force tranquille, une présence rassurante, une alliée indéfectible. Elle y est encore aujourd'hui. Michel, tu es l'amour de ma vie. Nous sommes choyés que nos filles Élisabeth et Caroline et maintenant nos petites filles Jeanne et Madeleine égayent nos vies. On dit généralement que les pommes ne tombent pas très loin de l'arbre. Si tel est le cas, comme leur mère et leur grand-mère, elles sont et deviendront des femmes formidables. Ensemble, elles me permettent de m'accomplir. Je suis comblé de partager ma vie avec les vôtres. Merci beaucoup. Thank you. Miigwech. Senator Martin. Sénatrice Martin. Pardon, sénatrice Batters, vous avez la parole. Bon, je vais attendre que les festivités s'interrompent. Aujourd'hui, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a donné sa conférence de presse annuelle au Canada et il y a certaines déclarations qui ont fait les manchettes. Je ne sais pas s'il a répondu à des questions qui lui étaient posées, mais c'était peut-être le cas. Et certaines déclarations pourraient être considérées comme étant controversées. Comme sénateur, nous avons parfois l'occasion de rencontrer les nouveaux juges de la Cour suprême lorsqu'il y a des nominations comme membre du comité des affaires juridiques et constitutionnelles. Nous pouvons poser des questions à ces nouveaux juges avant qu'ils ne soient formellement nommés. Mais ces questions doivent être posées avec retenue. En fait, il y a des contraintes quant aux questions que nous pouvons poser dans une telle situation. Alors, je me pose la question suivante. Que pensez-vous du fait que le juge Wagner donne ses conférences de presse annuelles alors que lorsque nous avons très rarement l'occasion de poser des questions à des juges qui viennent d'être nommés à la Cour suprême,
c'est autre chose. Bien sûr, on ne peut pas contrôler une conférence de presse comme on peut contrôler le processus de nomination des juges à la Cour suprême, mais que pensez-vous de cette juxtaposition, c'est-à-dire que d'un côté, le juge en chef de la Cour suprême donne une conférence de presse et fait des déclarations qui peuvent être parfois controversées, alors que des questions risquent d'être entendues par la Cour? Réponse. Merci pour votre question, Madame la sénatrice. Je crois que le juge en chef du Canada a le devoir d'expliquer à tous les Canadiens l'importance de la magistrature et de ce que fait la Cour suprême, ce que fait toute Cour de justice au Canada. Cela dit, je suis tout à fait à l'aise à l'idée que le juge en chef du Canada dise aux Canadiens en quoi consiste la fonction de juge. Et il est important de rappeler aux Canadiens que dans une société libre et démocratique comme le Canada, il est important de maintenir la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Et ces conférences de presse constituent un bon exemple de ce qui doit être fait. Et je suis certain que le juge en chef du Canada a l'autorité et la retenue nécessaire pour respecter cette séparation des pouvoirs. Thank you. Sénatrice Batters, merci. J'aimerais aborder autre chose. Sénateur Moreau, vous venez de parler de la nécessité pour la Cour suprême du Canada d'informer pleinement les Canadiens pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe au sein de la magistrature à l'échelle du pays. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise. À la fin de février, la Cour suprême a décidé de ne plus se servir de Twitter. Il y a un tweet qui a été envoyé pour dire dorénavant, nous allons mettre l'accent sur la communication par le biais d'autres plateformes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, LinkedIn pour continuer à recevoir nos mises à jour. Merci de votre appui. Je suis politicienne et je comprends bien qu'il peut y avoir du vitriol qui est véhiculé par certaines plateformes, notamment Twitter. Mais c'est vrai que c'était une plateforme qui permettait à la Cour suprême de communiquer avec des gens qui autrement n'auraient pas droit ou accès à ces informations. Vous venez tout juste de dire qu'il est important que la Cour et les juges informent le Canada. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en réaction? Sénateur Moreau, ça fait plus de 15 ans que je suis actif en politique, mais je ne me suis jamais servi de Twitter pour tenter d'expliquer le fond de ma pensée à mes concitoyens. Je pense que, en fait, c'est judicieux que la Cour suprême ne se serve pas de Twitter pour communiquer. Je pense qu'il y a d'autres moyens qui sont plus efficaces. Donc, à cet égard, je soutiens entièrement la décision de la Cour.